Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors, une petite remarque déjà par rapport à ce que j'ai vu sur les copies. Alors, certains ont commencé à introduire des coordonnées X, Y, voire Z. Là, on vous dit, on a une trajectoire qui est une ligne droite. Donc, on va avoir besoin seulement d'une coordonnée. Donc, on peut toujours décider, bien sûr, qu'il s'agit de l'axe X, mettons. Donc, une des questions, ça va être de pouvoir donner les coordonnées, cette coordonnée X en fonction du temps. Pas besoin de Y ou Z. Vous dites trajectoire en ligne droite. Cette ligne droite correspond à l'axe OX. Ok, ben voilà, j'ai plus qu'à calculer cette coordonnée X au cours du temps, pour ceux qui ont rédigé comme ça. Deuxième remarque. Certains ont commencé à écrire une formule bien connue, vitesse égale distance divisée par temps. À chaque fois que vous avez utilisé cette formule, c'est un mauvais escient. Quand est-ce qu'on peut écrire vitesse égale distance divisée par temps? Yann? Voilà, seulement si la vitesse est constante. Il s'agit d'une vitesse moyenne, on peut dire. Or là, on vous dit c'est un test d'accélération. La voiture, elle accélère. Départ arrêté. Elle ne va pas rester arrêtée. Donc évidemment, la vitesse augmente. On ne peut donc pas se servir de la formule vitesse égale distance sur temps. On obtiendrait juste une vitesse moyenne qui est hors sujet. À partir de cette vitesse moyenne, on ne peut pas trouver l'accélération. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit peu... Oui, allez-y. Oui, on peut dire que V0 est nul, c'est le départ arrêté. C'est ça que ça veut dire. V à l'instant 0 vaut 0. D'accord ? Si vous voulez, on peut l'écrire. Donc déjà, moi, je vais introduire un axe X. On a une trajectoire rectiligne. Voilà. Et moi, je vais décider, puisque c'est arbitraire, je vais décider de mettre mon axe X dans ce sens-là. Donc, parallèle à l'axe X. Axe X. Voilà. Donc, je vais dire qu'à l'instant 0, la voiture, elle est évidemment à l'origine du repère, parce que ça aussi c'est arbitraire. Quand je vous dis dans un problème de mécanique, il faut commencer par indiquer son repère. Le choix du repère, il est en grande partie arbitraire, et vous prenez bien sûr le choix le plus simple possible. Donc axe X dans la direction de la ligne droite dont on parle, et puis l'origine à l'endroit où on a démarré par exemple. Donc voilà, et puis la vitesse à l'instant 0, ça vaut 0, parce que ça c'est... Il est marqué départ arrêté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Parce que certains restent bloqués là-dessus. De quoi il faut partir? Quelle est l'information qui est encore dans le sujet et qu'on n'a pas exploitée? Voilà, il faut partir de ça. L'accélération, elle est constante. Comme d'ailleurs, dans une autre catégorie de problèmes que vous maîtrisez bien. Dans quel genre d'autres problèmes, dans quel genre de situation bien connue de la terminale? Voilà, en chute libre, vous avez un vecteur accélération constante. Et donc là aussi, vous allez avoir un vecteur accélération constante puisque on a une trajectoire en ligne droite. Donc forcément, ce vecteur accélération, il va être aussi dirigé selon l'axe X. J'écris ça, puis on en reparle si vous voulez. Donc accélération constante. En fait, dans le sujet, c'est marqué juste accélération constante. Ça veut dire que la norme de l'accélération est constante. Pourquoi est-ce que je peux rajouter une flèche dessus? Parce que je sais que la trajectoire, c'est une ligne droite. Donc forcément, l'accélération, elle ne change pas non plus de direction, parce que si elle s'écartait de l'axe X, qu'est-ce qui se passerait? Si à un moment donné, l'accélération n'était pas selon l'axe X, qu'est-ce qui se passerait pour la trajectoire? Elle serait plus rectiligne. S'il y avait une accélération en dehors de l'axe X, ça veut dire que la vitesse varierait dans une direction qui ne serait pas celle de l'axe X. Donc, un instant ultérieur, la vitesse serait dirigée
dans une autre direction que l'axe X. Donc on sait ça aussi. D'accord ? Voilà. Bon, ben là, c'est à vous de jouer. Je reviens retrouver, pour ceux qui étaient bloqués, reprenez en main le problème. On vient de voir que ça ressemble en tout point à la chute libre. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Je répète, on sait que le vecteur accélération est constant et en plus il est uniquement dirigé suivant l'axe X. Donc cette constante, est-ce qu'elle a un nom? Non, elle n'a pas de nom, mais on sait qu'elle est constante. Donc on va l'appeler comment par exemple, si elle reste constante? K, oui, mais K, ça ne fait pas penser à une accélération. Donc si vous voulez, accélération constante, parallèle à X, hein, je précise les choses, et donc on peut écrire par exemple A égale A0 UX ou EX. EX, vecteur unitaire dirigé suivant X, et A0 c'est une constante. Souvent on fait ça en physique. Quand c'est une constante, bah, ça veut dire que c'est la même valeur qu'au début, et au début on note souvent 0. Donc un nombre A0 qui multiplie EX. Vous partez de ça, et vous ne vous intéressez qu'à l'axe X, puisqu'on sait d'avance que la trajectoire est rectiligne. Donc il n'y aura aucune vitesse, aucune accélération dans des directions Y ou Z. Alors je vous ai montré dans le cours que quand on a 2 ou 3 axes à traiter en parallèle, c'est toujours bien d'écrire au maximum avec des vecteurs. Ceci dit, on peut toujours écrire des composantes, et ici, ça ne nous apporte rien d'avoir une écriture vectorielle parce qu'on sait d'avance qu'il n'y a qu'un axe où il va y avoir des variations, c'est l'axe X. Donc si vous voulez, à partir de là, on peut enlever les parenthèses. Hein. On peut dire, voilà, à tout instant, je m'écris comme en mathématiques, quel que soit t, c'est la composante x de l'accélération, hein, ou c'est l'accélération tout bêtement. A, c'est ax de t, a de t égale ax à l'instant t, et c'est égal à cette constante a0. Et donc, je ne vais m'intéresser qu'à la composante ax. Okay. Alors, j'avance un tout petit peu quand même, mais il faut bien, donc, pour ceux qui sont bloqués là, il faut essayer de retenir, plus que l'exercice, il faut retenir la méthode générale et voir les points communs entre les différents exemples qu'on donne. Le cas de la chute libre, ce cas-là, on fait en fait le même calcul. Alors, Yves, qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on peut écrire pour la vitesse? Oui. Donc j'écris en même temps ce que vous me dites, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Si vous voulez, je l'écris avec un x, mais on l'aura partout, le x, hein, on va le traîner partout. C'est peut-être plus clair, je vais le laisser comme ça. Mais on aurait pu s'en passer puisqu'on sait d'avance que tout est suivant x. Alors qu'est-ce que je fais à partir de ça? Alors non, parce que vous dites l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, mais si moi je m'intéresse à la vitesse, qu'est-ce que je dois faire comme opération? Voilà, ok. Alors, je ne vais même pas écrire le symbole primitive directement. Une primitive c'est quoi? Une primitive de ça, sachant que ça c'est une constante, A0 fois t, d'accord? Ça c'est une primitive. Je vous rappelle qu'une primitive c'est défini à une constante près. Bon, c'est la première constante que je dois déterminer, donc je vais l'appeler C1. Pour avoir la valeur de C1, la trajectoire, on sait déjà que la trajectoire est rectiligne. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus, c'est la plus simple des trajectoires possibles. Alors oui, c'est les conditions initiales. Les constantes, a priori, les constantes qu'on introduit par intégration, on les détermine avec les conditions initiales. Donc je mets conditions initiales, un petit peu en abrégé. Et donc je reviens à Juan, c'est quoi du coup la condition initiale? C'est pas parce que à un instant donné, x vaut 0, que la voiture est arrêtée. C'est deux choses différentes. Je peux passer à l'abscisse x égale à 0, mettons l'abscisse x égale à 0, c'est ça. Je passe devant, voilà, il y a bien un moment où j'étais là, je ne suis pas arrêté. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fallait dire ici? C'est Vx à l'instant 0 vaut 0, d'accord? Parce que c'est un départ arrêté. Condition initiale, départ arrêté, je sais que à l'instant 0, Vx vaut 0. Moi, je mets un point d'exclamation pour dire ça, c'est déjà su, je le sais, je veux que ce soit le cas. D'accord? Et donc, on en déduit tout de suite en remplaçant ici que C1 vaut 0. D'accord? Voilà, je mets une petite flèche ou je mets un donc. Pour moi, ça c'est pareil. Hein. Ça veut dire donc, une petite flèche. C'est OK pour tout le monde? Bon, donc ça y est, on a Vx de t égale A0t.
Vx de t égale A0 fois t. Voilà. Il faut que je fasse le même x quand même. Bon. Alors, à partir de ça, est-ce qu'on peut tout de suite en tirer une information, exploiter l'énoncé? Ben non, parce que on nous parle d'une certaine distance dans l'énoncé. Donc il faut, en dehors de la vitesse, il faut avoir une information sur la distance parcourue. Donc, bien sûr, c'est le même processus, hein, c'est ce qu'on a fait également pour la chute libre. On est passé de l'accélération à la vitesse, de la vitesse à la position, et on écrit, enfin c'est Yann qui va me dire, qu'est-ce qu'on écrit du coup, à ce moment-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'expression x de t. Ben voilà, primitive de la vitesse. Il faut retenir les choses qu'on a faites en cours. Hein. Si on l'a fait une fois en cours dans un exemple, il faut essayer de retenir l'idée générale. On intègre pour passer de l'accélération à la vitesse, on intègre une deuxième fois pour passer de la vitesse à la position. Donc j'y vais, j'intègre, et du coup Yann, ça fait combien quand j'intègre cette expression là-bas? Non? Ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est une dérivée. Vous dérivez par rapport au temps. Voilà, 1 demi de A0 fois t carré. Alors, ça, c'est, encore une fois, c'est à une constante près. Hein, donc, on va l'appeler C2, mettons, là, cette constante. Et de plus, condition initiale, c'est pareil. Condition initiale, on sait qu'à l'instant 0, x vaut 0, hein, j'ai déjà écrit par là. Et donc, on en déduit que C2 est égal à 0. Et donc, on a simplement x de t égale 1 demi de A0 t carré. C'est OK pour tout le monde? Bon. Vous dites hein, si c'est pas clair. Bon. Alors maintenant, regardez de nouveau l'énoncé. Si vous étiez peut-être bloqué, si vous n'aviez pas obtenu ça, vous regardez bien l'énoncé et vous dites, bah oui, tiens, à partir de ça, je sais déjà quelque chose. Je peux tirer quelque chose de l'énoncé. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est un cas particulier pour lequel on a l'information dans l'énoncé, c'est lorsque la distance parcourue vaut grand D, le temps correspondant, il vaut T indice D. D'accord ? Alors, tant que c'est possible, je reste sur du calcul littéral. Donc, je vois que, puisque ça, ce sont des données de l'énoncé, je vais pouvoir isoler. Et donc, Marco, est-ce que vous pouvez me donner du coup la formule qui donne A0? C'est pas bien compliqué en fonction de tout ça. 2D sur T indice D au carré. Voilà. Ce n'est que à ce moment-là que je remplace par les valeurs numériques, non, puisque tout ça c'est dans l'énoncé. 2 fois 180 mètres divisé par 25,6 secondes au carré. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ça fait combien s'il vous plaît? 0,55 0,55 mètres secondes moins 2. On a des mètres divisés par des secondes au carré, ça fait bien mètres secondes moins 2. C'est bien la dimension, c'est bien l'unité SI pour une accélération. Hein, donc de ce point de vue-là, tout va bien. Ça veut dire que chaque seconde, la vitesse de la voiture augmente de 1,5 mètre par seconde. Alors, je vous laisse continuer. Maintenant qu'elle a atteint cette vitesse, la voiture, elle freine et l'accélération de freinage, c'est 7 mètres par seconde au carré, mais bien sûr dans le sens opposé à la vitesse. Hein, donc si on garde un axe X, on va dire que maintenant l'accélération correspondant au freinage, je vais l'appeler A indice F, mettons, freinage A, indice F comme freinage, c'est moins 7 mètres seconde moins 2, et en tout cas c'est une constante. Bon, pour que ce soit pas trop abstrait, on va dire que l'accélération là c'est moins 7, on va faire nos calculs avec moins 7 comme accélération hein, de freinage. Moins 7 mètres par seconde, ça veut dire que la vitesse diminue de 7 mètres par seconde chaque seconde. Oui. Ah oui, il fallait calculer la vitesse à cet instant-là, excusez-moi. J'ai oublié de le faire, mais ça sera pas très long. Hein. À l'instant, donc T indice D, c'est 25,6 secondes. Donc je le rajoute. On a notre formule ici. Donc Vx à l'instant TD, il y a juste à multiplier A0, c'est-à-dire 0,55
par T indice D qui vaut 25,6. Voilà. Vous me dites combien ça fait? Oui? 14,08. Bon, je vais arrondir. 14,1 mètres par seconde. OK? Voilà. Donc on passe au freinage. Donc je répète ce que je viens de dire. Comme tout à l'heure, comme pour la chute libre, on passe de l'accélération à la vitesse, puis de la vitesse à la position. Hein, donc ce que j'aimerais bien avoir, c'est pour le freinage, c'est-à-dire pour T supérieur ou égal à TD, j'aimerais bien avoir la vitesse en fonction du temps, et ensuite l'abscisse en fonction du temps. Donc le freinage, il se fait effectivement à la fin de la période d'accélération, donc à l'instant TD, lorsque T égale TD, T indice D, je commence à freiner. D'accord ? Et donc la question du sujet, c'est combien de temps je vais mettre pour m'arrêter complètement. Okay ? Alors, on repart de là. On a donc une vitesse dont l'expression est, sachant que l'accélération de freinage, c'est une constante. Alors, Mathilde, tiens, il faudrait que je relance mon petit tirage au sort, j'ai oublié. Allez-y, Mathilde. L'expression, oui. La constante, on va dire que c'est moins 7, pour que ce soit pas trop abstrait quand même. On va dire que c'est moins 7 dans un premier temps. Voilà, moins 7t plus une certaine constante. Alors, si je sais plus, c'est la troisième que j'introduis. Ensuite, on a des conditions initiales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Mathilde? Voilà, c'est 14,1 mètres par seconde. Donc, est-ce qu'on lui a donné un nom? Je vais l'appeler VD. D'accord? Et effectivement, c'est 14,1 mètres par seconde. Bon, ce VD, pour l'instant, je vais le laisser VD pour éviter de traîner cette valeur numérique tout le temps. Donc, on remplace là-dedans. V à l'instant TD égale moins 7 fois T indice D plus C3. Et ça doit être égal à ce V indice D, 14,1 mètres par seconde. Donc j'ai l'expression de la constante C3 que je viens d'introduire, c'est V indice D plus 7 fois TD. Voilà. Et donc je reviens à l'expression générale de la vitesse, elle nous fait donc V de T est égal à moins 7 fois T plus cette constante-là, V indice D plus 7 fois TD. Quand je vois que j'ai des choses qui se ressemblent un petit peu, j'essaye de factoriser. Je vois ici que on peut écrire ça V indice D plus, ou peut-être moins, 7 fois T moins TD. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça comme ça? Quelle est l'interprétation? Pourquoi à la limite on pourrait dire évidemment c'est cette formule-là, sans faire tous ces calculs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette formule avec une phrase simple? Ah non, c'est pas une vitesse moyenne, ça n'arrête pas de changer là. Mais quelle est l'interprétation toute simple de cette expression? Cette formule a dit simplement que initialement la vitesse c'était T indice D. À l'instant, je veux dire à l'instant T indice D, la vitesse c'est VD. D'accord? Parce qu'on l'a appelé comme ça justement. Et ensuite, ça représente quoi? C'est le temps qui s'est écoulé depuis cet instant où j'ai commencé à freiner. Ça, c'est la vitesse au moment où j'ai commencé à freiner. Et ça, c'est combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai commencé à freiner. D'accord? Vous multipliez ça par 7, puisqu'on sait que chaque seconde passée, la vitesse diminue de 7 mètres par seconde. Vous multipliez le nombre de secondes de freinage, la durée de freinage, par cette accélération de freinage, et vous avez la variation de la vitesse. Voilà. La vitesse, toutes les secondes, elle diminue de 7 mètres par seconde. Voilà le nombre de secondes pendant lesquelles je freine. Voilà la variation totale de vitesse. D'accord ? Voilà. Cette formule, on doit pouvoir l'interpréter avec une phrase. C'est assez simple, en fait, ce qu'on est en train de faire. Bon, maintenant que j'ai la vitesse, je veux obtenir, évidemment, l'expression de la position au cours du temps. Lorsque T est supérieur à TD, c'est-à-dire pendant le freinage. Donc là, c'est pareil, je refais une intégration. Et Victor, ça fait quoi? VD fois T.
VD fois T, ok. Ensuite, un peu plus costaud, une primitive de ça. J'écris ce que vous me dites, hein. 1 demi de T au carré. Quand je dérive 1 demi de T au carré, ça fait quoi? Ça fait juste T. C'est pas ce que j'ai là. D'accord? Alors, je peux le faire de deux façons. Soit j'intègre d'abord ça, puis ensuite j'intègre ça. Mais peut-être que quelqu'un pourrait me dire directement une primitive de ça ferait quoi? Voilà. T moins TD, le tout au carré. D'accord? Alors, et est-ce que c'est tout? Il y a un signe moins devant. Donc vérifiez, quand vous dérivez ça, c'est un carré ça. Quand je dérive un carré, ça fait le 7, merci. Donc quand je dérive ça, le 2 il passe devant, ça fait 2 fois T moins TD. Ce 2 là, donc il va compenser celui-là. Et il restera moins 7 fois T moins TD. D'accord? Vérifiez-le. Alors, si ça, pour vous, pour l'instant, si c'est trop rapide pour vous, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez que ça fait moins 7T plus 7 fois TD, et vous intégrez chaque terme séparément. D'accord? Mais ce serait bien quand même, en prépa, de savoir qu'une primitive de ça, c'est donné directement par ça. Okay? Bon, alors, plus une constante, hein, parce que c'est encore une fois, c'est une primitive. Donc, je rajoute ma constante, c'est la quatrième peut-être, c'est 4. D'accord? Et là, qu'est-ce que je dois vérifier? Ben, condition initiale. Alors, c'est pas vraiment initial, c'est à l'instant TD, mais pour cette partie-là, j'appelle ça des conditions initiales, puisque tout ce que je suis en train d'écrire, c'est valable à partir de l'instant TD. Hein. Donc, condition initiale à l'instant TD, ben, je sais que l'abscisse, c'est ce que j'ai calculé avant, c'est grand D. D'accord? Je veux que ce soit égal à grand D, ça, c'est l'énoncé qui me le dit. Donc, je remplace. Je vais remplacer en dessous. Ça me fait grand D égale VD fois TD moins 7 demi de T moins TD au carré plus C4. Bon, mais à l'instant TD, donc ici, je remplace le temps par TD. Donc j'obtiens un résultat assez simple, puisque ici ça fait 0, j'obtiens C4 égale moins VD TD. Bon, alors je simplifie. C4 égale grand D moins V indice D T indice D. Puis maintenant que j'ai ma constante, je peux exprimer X à l'instant T, pour T supérieur à TD, parce que c'est le freinage. C'est donc VD fois T moins 7 demi de T moins TD au carré, plus C4 qui est au-dessus, qui est grand D moins V indice D, T indice D. Alors je peux regrouper encore une fois les termes là, qui vont bien ensemble. Ça fait X de T, et donc égal à grand D plus V indice D fois T moins TD, et moins 7 demi de T moins TD au carré. Voilà l'équation paramétrique du mouvement pour le freinage. Hein, donc ça c'est valable pour le freinage, c'est-à-dire pour T supérieur à T indice D. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On me dit quelle est la distance d'arrêt. Alors distance d'arrêt, ça veut dire que évidemment, il faut que je sache à quel instant ça se produit cet arrêt, hein, pour pouvoir remplacer T par une certaine valeur que je vais calculer. Donc la question c'est à quel instant je vais m'arrêter, à quel instant T je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'il suffit d'écrire pour savoir à quel instant on s'arrête? Je mets arrêt à l'instant d'arrêt. Le T correspondant à l'arrêt, on va l'appeler comment? Bon, si vous ne savez pas, moi je mets un truc, je mets T indice A. D'accord? A comme arrêt. Si vous ne savez pas, vous prenez l'initiale du mot, hein, et vous vérifiez simplement que ça n'a pas été déjà utilisé. Donc c'est à vous, vous voyez, c'est aussi à vous d'introduire les lettres. Il n'y a aucune lettre dans l'énoncé, parce que dans la vraie vie, il n'y a aucune lettre. C'est à vous de les introduire, les lettres. Bon. Qu'est-ce que je peux écrire
je mets tel que, qu'est-ce que je peux écrire comme relation mathématique toute simple à cet instant-là? À l'instant de l'arrêt, qu'est-ce qui est nul par définition de l'arrêt? Ben, c'est la vitesse. Donc qu'est-ce que je peux écrire comme équation? Elle est où la vitesse? Est-ce que je connais déjà son expression? Donc v à l'instant ta égale à 0, et donc c'est, dictez-moi. Ben voilà, c'est ça. Ok. Ça, si vous voulez, c'est la durée de freinage, TA moins TD. L'instant de l'arrêt moins l'instant TD. L'instant TD, c'est le moment où j'ai commencé à... C'est l'instant où j'ai commencé à freiner. Donc au passage, ça peut être la... Vous pouvez mettre que ça, c'est la durée du freinage. Allez, je l'écris. C'est durée... Tiens, je vais l'appeler taux. Durée taux du freinage. Voilà. Bon, alors j'ai plus qu'à exploiter ça. J'en déduis TA. Donc ça me fait... J'isole, TA. Alors j'ai 7 TA moins TD. Je vais mettre TA moins TD. C'est VD sur 7. Puis finalement, je vais gagner du temps. Je vais mettre TA directement. Plus TD. Voilà. Où j'aurais pu laisser TA moins TD, c'est pareil. Ça me donne directement la durée de freinage. D'ailleurs, normalement, dans les équations, il y a toujours T moins TD qui intervient. Bon, donc ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux calculer l'abscisse de la voiture au moment où elle est arrêtée. Par définition, c'est la valeur de x à l'instant T arrêt que je viens de calculer. Donc je reprends cette équation-là. Et je dis donc, à l'arrêt, c'est x à cet instant TA, l'instant de l'arrêt, je remplace simplement ici, ça fait, je dis donc à l'arrêt, x à l'instant TA, TA étant la valeur qui est là, je remplace directement là-dedans, ça nous fait grand D, plus V indice D fois T moins TD. Alors qu'est-ce que c'est que TA moins TD? Ben voilà, je le repasse ici, le TA moins TD ça fait VD sur 7. Donc ça fait VD fois VD sur 7. Okay. Et ensuite, moins 7 demi de T moins TD, c'est-à-dire TA moins TD en l'occurrence, donc au carré. Ça fait VD sur 7 au carré. Voilà. Donc, bon, je peux simplifier encore un petit peu. Ça fait x à l'instant de l'arrêt. C'est grand D. Plus VD carré sur 7. Bon, j'ai l'impression que ça fait 1 demi. Vous vérifiez en même temps que moi de VD carré sur 7. 1 demi de VD carré sur 7. Ça, c'est ce terme-là moins ce terme-là. Alors, du point de vue des dimensions, attention, pour simplifier, pour que ça ne vous semble pas trop abstrait, j'ai laissé 7. En fait, c'est l'accélération de freinage. Donc ça, c'est une accélération. Donc là, on a une longueur carrée temps puissance moins 2, et là, on a longueur temps puissance moins 2. Le rapport des deux, c'est bien une longueur comme ça. Donc c'est homogène comme formule. Okay. Bon, alors, application numérique. Grand D, c'était 180 mètres. Plus 1 demi de VD. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux. Vous pouvez me rappeler combien on avait trouvé comme vitesse? V indice D. 14,1 mètres par seconde. Voilà, au carré. Et divisé par 7. 194 mètres. Merci. Alors, la distance d'arrêt, je viens juste de me rendre compte que ce n'est pas exactement ce qu'on me demandait. Là, ce que j'ai calculé, c'est la distance totale parcourue depuis que la voiture a démarré. Donc la distance d'arrêt, c'est bien sûr la différence entre ça et la distance grand D. Distance d'arrêt, je vais la nommer petit d, c'est
194 moins 180, c'est donc environ 14 mètres. Voilà. Je mets environ parce que je ne sais pas quelle est la précision de ce que vous m'avez donné au fur et à mesure. Tout à fait. On aurait pu rédiger autrement. Et je vous avoue qu'en fait, moi, spontanément, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, pour résoudre un exercice comme ça, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais dire que j'introduis un nouvel axe que je vais appeler grand X et je prends une nouvelle origine du temps. C'est le moment où je commence à freiner. Et là, les équations sont plus simples. Alors, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je veux que vous soyez capable de vous débrouiller sur du petit calcul littéral comme ça. Je pense que ça, c'est formateur. Je vois bien que vous avez du mal. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai demandé d'intégrer un truc comme ça. Vous êtes beaucoup à pas voir quelle est la primitive de ce truc-là. Ça, c'est très utile. Il faut savoir tout de suite dire que la primitive d'un machin comme ça, c'est la même chose au carré divisé par 2. Donc, voilà pourquoi je ne voulais pas trop simplifier l'énoncé, enfin la résolution. Mais vous êtes libre pour votre rédaction. Ce n'est pas la seule rédaction possible. Donc on aurait pu changer l'origine de l'espace et du temps pour la deuxième partie, freinage. Alors j'avais dit, après peut-être frottement quadratique. Alors on a un objet qui est lancé le long de l'axe X avec une vitesse V0 EX. Voilà, EX, vecteur unitaire bien sûr, dans la direction de cet axe X. On voit que l'accélération, encore comme dans l'exercice précédent, l'accélération, elle est également parallèle à EX, à n'importe quel instant. Donc si elle est parallèle à EX, ça veut dire que la seule modification du vecteur vitesse va se faire dans la direction de EX. Et comme l'objet, il est lancé dans la direction EX, eh bien, le mouvement va se faire entièrement le long de l'axe X, comme précédemment. Donc mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne parallèle à l'axe OX. Voilà. Bon, l'expression du vecteur accélération, c'est précisément moins une constante fois v carré fois EX. Alors, je m'aperçois que j'ai mis comme une question 1, mais ce n'est pas une question 1, c'est juste l'énoncé. Il y a une seule question, c'est ce qui est marqué petit 2, en déduire la vitesse à chaque instant. Okay. Alors, il y en a qui ont déjà réfléchi à ça, qui ont trouvé que ça c'était dur. Je voudrais, même si vous n'arrivez pas, que chacun regarde ce qu'il faudrait écrire pour avoir le vecteur vitesse. La vitesse, elle est inconnue a priori. C'est la vitesse à l'instant t. Si vous voulez, je le précise. Voilà. On connaît juste la vitesse initiale. Mais la vitesse, c'est une fonction inconnue. Alors, je vais quand même écrire une ligne de plus. Comme précédemment, comme on sait que le mouvement il est rectiligne, trajectoire est rectiligne, on ne va pas s'embêter avec des vecteurs. On peut écrire directement que la composante x, c'est la seule différente de 0 de l'accélération, c'est moins k fois vx au carré. Voilà. On n'a pas besoin d'autres composantes que x. Vx, c'est une fonction qui est inconnue. Ax est inconnu. Tout varie, sauf k. Ça varie, ça varie, a priori. Alors, pour démarrer Tao, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ax, c'est quoi par rapport à Vx? L'accélération par rapport à la vitesse. Ça représente? C'est la dérivée. Donc on écrit juste ça. On écrit que Ax, c'est la dérivée de Vx. Bon, dérivée par rapport à quoi? Dérivée par rapport au temps, je vous rappelle. Alors souvent en mécanique, on note avec un petit point. Dans tous les livres de mécanique, si vous voyez un petit point au-dessus d'une lettre, ça veut dire dérivée par rapport au temps. Il n'y a pas besoin d'écrire dvx sur dt. En fait, à quoi est-ce qu'on a affaire ici? On a une fonction qui est inconnue. Je mets en petit pour pas trop alourdir. On a une fonction qui est inconnue et on sait que voilà, mise au carré, multipliée par une constante, ça fait une autre fonction qui est elle-même inconnue. Comment ça s'appelle ce genre d'équation? Équation différentielle.
Le petit souci par rapport à ce que vous connaissez par cœur, c'est que ce n'est pas une équation différentielle linéaire. Vous ne pouvez pas appliquer la réponse que vous connaissez par cœur pour les équations linéaires à coefficient constant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui ont une idée? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors je vous dis, une astuce pour ça, c'est de regrouper tout ce qui va avec la vitesse. Tout ce qui est vitesse, on le met ensemble. Donc par exemple, ça me fait ici Vx point, dérivée de Vx, divisé par Vx carré, égale à moins K. Moins K, c'est une constante. Hein. Voilà. Jusque-là, ça ne surprendra pas. Maintenant, pourquoi j'ai mis ça comme ça? Parce qu'en fait, tout ce qui est dans la parenthèse, là, tout ce qui est dans le membre de gauche, en fait, c'est la dérivée de quoi? C'est pas la dérivée du vecteur vitesse. Déjà, c'est pas un vecteur. C'est pas la dérivée du vecteur position, puisque voilà, vous avez une fonction du temps qui est dérivée, et là, vous avez... Oui? Voilà, bonne idée. Si vous dérivez, rappel de mathématiques, rappel, maths, si vous avez une fonction f de x, f de la variable x, la dérivée de 1 sur f par rapport à x, et Ronan, c'est quoi la dérivée? Non, c'est pas f. Alors, je veux voir justement qui sait pas ce genre de truc. Allez-y, f' sur f carré, dit Alice. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Il y a un moins devant. Voilà. Ok? Alors, on pense à ça maintenant. Ça, vous le connaissez en maths. Vous connaissez tous ça en maths. Officiellement, vous avez tous vu ça en mathématiques. Maintenant, on revient à la physique. La petite subtilité en physique, c'est que c'est pas x. Et c'est pas f. La notation de la fonction, ça change tout le temps, ça dépend de quoi on parle. Ici, on parle de la vitesse. Et la variable, c'est pas x, c'est le temps. D'accord? Donc, quand on voit ça, qu'on compare avec ça, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est rien d'autre que la dérivée de 1 sur Vx au signe près. Ça, c'est la dérivée par rapport au temps de 1 sur Vx. Alors, si je dérive 1 sur Vx, ça va me donner moins la dérivée de Vx sur Vx carré. D'accord? Bon, là, j'ai un plus, donc je mets moins la dérivée. C'est bon pour tout le monde, ça? Voilà. Donc attention surtout à ne pas considérer ça comme une équation différentielle linéaire à coefficient constant et à sortir l'artillerie que vous connaissez pour ces équations-là, hein, ce que vous connaissez par cœur en mathématiques. Il faut prendre un petit peu de recul, il faut se dire, tiens, à quoi j'ai affaire hein, comme équation différentielle? C'est pas linéaire. Mais la solution n'est pas très dure à trouver. Bon, alors une fois que j'ai ça, j'intègre. J'ai la dérivée de ce machin-là qui est égale à k. Bon, allez, je l'écris hein, pour ne pas aller trop vite. Ça nous fait la dérivée par rapport au temps de 1 sur Vx qui est égale à une certaine constante k. Voilà. Et donc, comme j'ai la dérivée, je peux retrouver l'expression de 1 sur Vx. Ok ? Voilà l'idée. Et Paul, du coup, qu'est-ce que j'écris? 1 sur Vx égale KT plus, voilà, plus K0 ou C, hein, on va dire, voilà, C1, mettons. Bon, comme j'ai du mal à trouver des lettres, je numérote. C1, C2, C3, machin. Ok, voilà. Donc, si on veut Vx, évidemment, il n'y a plus qu'à inverser. Ça nous fait Vx à l'instant t. C'est donc 1 sur C1 plus KT, ou KT plus C1 si on veut. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer cette constante C1? Comme précédemment, c'est les conditions initiales. Donc j'y vais. Condition initiale. Qu'est-ce qu'on me dit de la vitesse à l'instant 0? On l'a écrit, ça doit valoir V0. Donc je remplace Vx à l'instant 0, je veux que ce soit égal à V0, et donc je remplace ici, ça c'est 1 sur C1 plus 0. Donc ça y est, j'ai l'expression de mon C1 constante, ça fait 1 sur V0. Si je ne me suis pas trompé, hein.
Faut regarder au fur et à mesure ce que j'écris. Hein. Bon, et je remplace. Ça nous donne donc Vx à l'instant t. C'est donc 1 sur V0 plus kt. Ok. Comme c'est un petit peu compliqué comme expression, je vais un tout petit peu simplifier. Je vais multiplier en haut et en bas par V0. Ça fait V0 sur 1 plus K V0T. Quand on voit ça, d'ailleurs, on voit tout de suite que c'est homogène. Ça, c'est une vitesse. À droite, ça doit être une vitesse. Or, là, il y a un 1 sans unité. J'ai bien une vitesse sur un truc qui est sans unité. Ça doit être homogène. Alors, le truc un tout petit peu moins évident, c'est de montrer que ça n'a pas d'unité. Okay. Bon, alors il suffit de regarder à partir d'une expression comme ça, quelle est la dimension de k, puis on vérifie après que ça correspond bien à quelque chose sans unité. Hein, vérifiez-le si vous voulez. Je mets à titre d'exercice. Quand on a l'habitude, ça se fait un peu de tête. Hein. Vérifiez que ça, c'est sans unité. Il faudrait que ceci soit sans unité. Est-ce que c'est bien le cas? C'est le cas de le dire. Hein, je vous le fais rapidement, sans écrire. V0 fois t, c'est une distance. Donc si ça, c'est vrai, ça veut dire que k, c'est l'inverse d'une distance. Est-ce que c'est possible? Ben, je regarde ici. Ça, c'est une accélération. C'est mètres seconde moins 2, par exemple. Ça, c'est des mètres carrés seconde moins 2. Ça colle avec mètre moins 1. Voilà. Je suis allé trop vite peut-être pour la plupart d'entre vous, mais c'est pour vous dire juste que c'est pas long à vérifier. Hein. Vérifiez-le en écrivant. Donc j'ai la vitesse à l'instant t. Je vais avoir x à l'instant t. Quelle est la primitive de 1 sur x en maths? ln de x. Si je vous dis par exemple 1 sur x plus 2, primitive, ça c'est un truc que vous pouvez faire vous-même hein, au brouillon, là vous êtes bloqué dans un exercice, vous reprenez les bases. C'est toujours un bon réflexe de revenir aux bases jusqu'à ce que vous soyez sûr de ce que vous dites. Donc ce que je suis en train de demander pour, voilà, pour vous faire deviner le truc, c'est j'ai dit quelle est la primitive de 1 sur x. Bon, ln de x. Maintenant, je demande à Romain la primitive de 1 sur x plus 2. C'est quoi? ln de x plus 2. Ok? Et ben, ça ressemble un petit peu à ça. Si je vous demande la primitive c'est plus un x, c'est un t, dt sur 1 plus, je sais pas, je vais prendre 3 fois t. Alors, vous avez dit ln de... Voilà, pourquoi vous mettez un tiers? Voilà, il faut ensuite multiplier par la dérivée de 1 plus 3t par rapport à t, ça fait 3. Donc effectivement, on compense avec le 1 tiers. Maintenant qu'on a vu ça, la primitive de ce machin-là, sachant que V0 et K, ce sont des constantes, mais c'est pareil, hein. Quelle est la différence? Alors, bon, commencez par le ln. Ok, ln2. Voilà. Alors vous dites fois 1 sur kv0, sauf que il y avait un v0 au numérateur aussi. Donc, si je dérive ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 sur 1 plus kv0t fois kv0. Et moi, je veux pas kv0, je veux v0. Donc, 1 sur k, et c'est tout. Ok? Voilà une primitive. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je laisse comme ça? Qu'est-ce qu'il faut que je mette? C'est une primitive plus constante, faut pas oublier, hein, d'accord? Faut jamais oublier. Donc la constante, c'est la constante numéro 2, okay? X de t. Et puis je regarde dans mon exercice quelle est la valeur de la constante, c'est-à-dire quelle est la valeur de x à l'instant 0. Ben, il est lâché depuis l'origine. Donc ça veut dire que à l'instant 0, la constante, ça vaut 0. C'est OK? Donc on y va. À t égale à 0, x est égal à 0. Okay? Donc je veux que ce soit égal à ça, parce que c'est l'énoncé qui me le dit, et je remplace là-dedans. Donc ça me fait
1 sur k ln de 1 plus 0 plus la constante C2. Et j'en déduis tout de suite 1 plus 0 ça fait ln de 1 ça fait donc voilà, C2 est égal à 0. Donc j'en déduis x de t, c'est juste ce qu'on avait trouvé avant, 1 sur k ln de 1 plus k v0t. Okay. Voilà. Bon, est-ce que c'est ce qu'on me demandait? Oui. Maintenant, il faut en déduire v en fonction de x. On avait v en fonction de t. Maintenant, il faut v en fonction de x. Quel est le principe du calcul qu'on va faire maintenant? Martin? Oui? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, il dit bon, isoler t, c'est-à-dire exprimer t en fonction de x. D'accord? J'ai x en fonction de t. J'aimerais bien avoir t en fonction de x. Et comme ça, je pourrais remplacer dans cette expression, ça c'est une expression qui dépend de t, je pourrais remplacer t par une certaine expression de x. Et le tour est joué. D'accord? Donc, allez-y. Exprimez t en fonction de x à partir de cette expression-là. Est-ce que vous avez déjà la formule? T égale quoi? Alors, k fois x moins 1, c'est ça que vous avez dit? Moins 1 sur kv0. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça? Donc c'est bon. Alors maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à remplacer ça là-dedans. T, en fait, c'est cette expression-là. D'accord? Donc on remplace. Ça nous fait Vx, non plus en fonction de t, mais en fonction de x. Donc je remplace, ça fait V0 sur 1 plus kv0 fois ce truc-là. Bon. Alors, exponentielle kx moins 1 sur kv0, soit Vx égale, alors j'essaie de simplifier un petit peu, bah, ça se simplifie, ça fait V0 exponentielle moins kx. Voilà. Je l'ai bien exprimé uniquement en fonction de x, donc je peux mettre fonction de x. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc retenir, l'idée générale c'est on intègre pour passer de l'accélération à la vitesse, de la vitesse à la position, et à chaque fois on tient compte des conditions initiales. Puis après, il ne faut pas oublier les dérivations de fonctions composées. Comme vous êtes censé maîtriser ça en terminale, j'ai le droit d'utiliser ça en physique. Okay. Voilà. Donc on passe à la deuxième feuille, force de frottement fluide. Alors, je dis on reprend le problème précédent, c'est un problème de chute libre juste avant. On écrit le PFD sur le système. En cours, il n'y avait que le poids, P égale mg. Et maintenant, on rajoute simplement une force de frottement moins lambda V, avec lambda qui est une constante. Donc, on n'écrit pas ce qu'on devrait peut-être écrire dans un DS. Le système, c'est l'objet qu'on lance. Référentiel terrestre considéré comme galiléen. Et puis après, bilan des forces, c'est déjà donné, c'est le poids et la force de frottement. Donc on écrit directement son PFD. On va droit au but. Principe fondamental de la dynamique ou seconde loi de Newton. Somme des forces. Et qu'est-ce que j'ai dit pour la somme des forces? C'est quoi les forces? Le poids, son expression? C'est m fois g. Et la force de frottement? Moins lambda v. Okay, voilà. Mg, c'est une constante. V, c'est pas une constante. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire, Jimmy, de l'accélération, vecteur accélération par rapport au vecteur vitesse? C'est sa dérivée. Donc on a intérêt à regrouper ces deux termes du même côté. Peut-être que ça vous fera penser plus aux mathématiques. Et on va peut-être diviser par la masse. Ça fait donc dv sur dt
plus lambda sur m fois v est égal à g. Voilà, j'ai juste réécrit la même chose en faisant passer la force de frottement de l'autre côté. Donc je répète qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni v ni sa dérivée. Thomas, c'est quel genre de, comment on appelle ce genre d'équation? C'est une équation différentielle. Ça tombe super bien parce que vous êtes là-dedans en mathématiques. Donc allez-y, régalez-vous. Quelle est la solution de cette équation différentielle? D'abord l'expression générale, et puis ensuite on va tenir compte des conditions aux limites. Est-ce qu'il y a une question déjà pour l'expression de l'équation différentielle? C'est bon, tout le monde a compris que c'était une équation différentielle. Et ça, c'est un coefficient, c'est une constante. Okay. Alors, comme il est l'heure, je vais vous laisser y réfléchir. Ça serait bien d'avoir réfléchi d'ici demain un petit peu à ça. Même si vous n'arrivez pas, essayez de voir à quel moment vous bloquez. Comme ça, demain, vous direz, ça y est, j'ai compris quelque chose. Voilà. C'est ça que j'avais écrit la dernière fois au tableau. Voilà, on en est là. Alors, petite question de calcul dimensionnel. Ce que je viens d'entourer là, au tableau, c'était un lambda, ok. Oui, c'est ça, c'est lambda. Coefficient de frottement, d'accord. Donc, petite question. Ce que je viens d'entourer au tableau là, le coefficient lambda sur m, c'est homogène à quoi? Mathilde, mettons. Quelle est sa dimension? Si l'équation qui est là au tableau est bonne, sans avoir à regarder ce que c'est que lambda ou m, je peux savoir à quoi c'est homogène. Quelle est sa dimension? Alors, je vous rappelle un théorème de physique, on n'additionne pas les patates et les carottes, c'est-à-dire que ici, si j'ai une certaine dimension, je dois avoir la même dimension ici et là. Quelle est la dimension du premier terme, Mathilde? La dimension de dv sur dt. C'est une vitesse divisée par un temps. D'accord? dv sur dt, c'est la dimension d'une vitesse divisée par un temps. Donc, le terme qui est là, en entier, ça doit aussi avoir la dimension d'une vitesse divisée par un temps. Si ça, c'est la dimension vitesse divisée par temps, ça veut dire que ça aussi, c'est la dimension vitesse divisée par temps. Donc ça, c'est vitesse divisée par temps. D'accord, mais moi, ma question, c'est lambda sur m. C'est... Non, c'est tout le terme. Quand je dis que tous les termes ont la même dimension, c'est ce terme-là, ce terme-là. Ils ont tous la même dimension. Donc tout ça, c'est vitesse divisée par temps. Ça veut dire que lambda sur m, c'est... Voilà, c'est l'inverse d'un temps. Okay? Tout le monde a compris le truc? Si je ne me suis pas trompé, ça doit être l'inverse d'un temps. Alors on va admettre que je ne me suis pas trompé. Et du coup... Pour simplifier l'écriture, je vais baptiser ce terme taux, parce que c'est 1 sur taux, parce que c'est l'inverse d'une durée. Donc je pose taux égale m sur lambda. Voilà, ça va être sa définition. Et du coup, je vais le réécrire. Cette équation peut s'écrire comme ça. Bon, c'était pas obligatoire, j'aurais pu faire sans ça, mais ça fait un peu travailler le calcul dimensionnel, ça permet de vérifier l'homogénéité des formules, et puis ça simplifie les équations qui suivent. Donc on tombe sur une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de ce que vous faites en mathématiques. La seule petite différence, c'est que moi, en plus, j'ai des vecteurs, mais ça ne change rien, du point de vue de la résolution mathématique. Alors, pour la résolution, donc, appliquer le PFD, ça on a fait, déterminer les composantes. Donc nous, on va le faire vectoriellement, puis à la fin, on écrira les composantes. Solution. V de t égale. Alors, je vous rappelle en mathématiques, la solution d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant, c'est
une solution particulière de l'équation complète à laquelle on ajoute la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire avec un 0 à droite. D'accord ? Donc on pense juste à ce qu'on écrit en mathématiques et on écrit le même genre de choses en physique en tenant compte simplement du fait qu'on a des vecteurs au lieu des nombres. Hein, mais c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je sais pas, Élie par exemple, pourriez me donner soit la solution particulière de l'équation générale, soit la solution générale de l'équation homogène. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez une solution de l'équation complète? Alors, la recette est toute simple dans ces cas-là. Quand vous avez des coefficients constants, vous avez toujours une solution qui est elle-même une constante. Si vous avez une solution vecteur vitesse égale constante, combien il vaut le premier terme? Il vaut 0. Qu'est-ce qui reste? V égale, voilà, il reste taux fois G. Donc, on a déjà taux fois G qui est une solution particulière de l'équation complète. Bon, je vais mettre une petite flèche. Solution de l'équation complète. Bon, et je mets entre parenthèses constante. Ne vous embêtez pas à apprendre par cœur une formule pour cette solution constante. Puisque constante, ça veut dire qu'il n'y a plus le premier terme dv sur dt. Donc la solution, elle est évidente, on l'a sous les yeux. C'est taux fois g. V égale taux fois g. D'accord? Il n'y a pas rien à prendre par cœur là-dessus. Bon, maintenant, il faut rajouter à ça une solution de l'équation homogène. C'est-à-dire quand il y a un 0 à droite. Quelle est la solution de l'équation machin plus truc égale à 0? Alors, petit rappel de mathématiques. Maths. Donnez-moi la solution de cette équation. Vous êtes sûr de ça? Quand vous dérivez ça, ça fait a exponentielle machin. Donc, si vous rajoutez ça, ça ne va pas faire 0. Voilà, il faut un moins ici. Ok? Bon, eh ben, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas a, c'est 1 sur taux. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ok, bon alors cette constante, je vous rappelle que ça peut être un vecteur. Alors moi je vais l'appeler grand A fois. Voilà. Ok. Cette constante grand A que je viens d'introduire, on va la déterminer ensuite avec les conditions initiales. Je mets constant parce que c'est un vecteur. Bon, alors déterminez, allez-y, faites-le avant que je l'écrive, déterminez la valeur de cette constante, sachant que au départ, la vitesse, elle s'appelle vecteur V0. Donc le vecteur V0, il est supposé connu. Et d'ailleurs, on a toutes les valeurs numériques après pour l'exprimer. Quand vous avez trouvé A, vous remplacez dans la formule. Et puis ensuite, vous en déduisez les composantes horizontales et verticales. Je vais avoir la constante grand A. Qu'est-ce que je fais? V à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire ce que j'ai noté V0, je remplace t par 0. Qu'est-ce que ça fait? Taux fois G. Et c'est tout. D'accord. Hein, donc j'en déduis A égale V0 moins taux fois G. Bon, alors j'ai juste à remplacer ça dans l'expression de V. Ça fait V de t égale taux fois G plus V0 moins taux fois G exponentielle moins t sur taux.
Ok. Voilà l'expression de V. Et maintenant, je veux avoir les composantes suivant l'horizontale et la verticale. Et c'est Ronan qui va me les donner. Ça me dit donc Vx. Alors Ronan, allez-y. Quelles sont les composantes horizontales de ces vecteurs-là? Voilà, c'est pas G qui vaut 0, c'est sa composante horizontale est nulle. Ensuite, mais V0x, regardez le schéma, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est? Voilà, V0 cos alpha moins 0 fois. Mais t il vaut 0, donc ça fait fois 1. Ok. Donc ça fait Vx de t. Ben non, pardon. Je dois le laisser. C'est pas à l'instant t égal à 0, j'ai zappé. C'est à n'importe quel instant. Ok, donc ça fait ça. Voilà, Vx de t, c'est V0 cos alpha exponentielle moins t sur tau. Est-ce qu'il y a une difficulté pour ça? Alors, c'est pas tau fois g qui est égal à 0, c'est la composante horizontale de tau fois g qui vaut 0, puisque g, il est vertical. S'il est vertical, il n'a pas de composante horizontale. Bon, Vy, c'est Elisa qui nous donne Vy. G, c'est un vecteur qui est vertical et vers le bas. Donc sa composante y, c'est moins g. Donc, qu'est-ce que j'écris? Voilà, moins tau g, plus... Alors, V0, c'est un vecteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa composante verticale. Comment je vais l'écrire? En fonction de alpha. Regardez le schéma. Oui, sinus alpha, c'est tout? Fois V0. Donc j'écris V0 sin alpha. D'accord? Ensuite, ici, plus tau fois G. Fois G, comme ça. Okay. Et ensuite, voilà. Ça, c'est juste, c'est un nombre, donc ça ne change pas. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Voilà les deux composantes qu'on me donnait, qu'on me demandait. Alors, le vecteur G, il est vers le bas, d'accord? Donc, sa composante suivant l'axe Y, c'est moins G. Question 2, on va avoir X et Y. Donc, on va écrire à partir de ça, on va déterminer l'expression du vecteur position au cours du temps. Allez-y. Alors, moi, je préférais que vous sachiez faire directement à partir d'une expression vectorielle. Après, ce que j'ai dit, c'est que si pour vous, ça vous semble insurmontable, bon, faites-le avec les composantes. D'accord ? Mais il vaut mieux savoir faire ça parce que, en fait, des composantes, il y en a 3. Là, on aurait pu d'ailleurs écrire que Vz est égal à 0. Bon, c'est pas demandé, mais ça se lit là-dessus. Vous ne faites qu'une fois le travail. Et vous en déduisez les composantes après dont vous avez besoin. Hein, donc il vaut mieux savoir faire directement avec des vecteurs. Alors attention, quand vous intégrez, c'est à une constante près. D'accord ? Et il faut ajuster la valeur de cette constante pour que les conditions initiales soient respectées. Allez, donc on y va. Composantes. Alors, avant de faire les composantes, on va écrire le vecteur R. Alors, j'intègre ça. Primitive. Fois t, voilà, tout simplement, puisque c'est une constante. Tau fois g, c'est une constante. Donc quand j'intègre par rapport à t, ça fait ça. Plus, alors ça c'est une constante, donc je garde la constante, je recopie la même constante. V0 moins tau fois g, ok. Et je dois chercher maintenant une primitive de ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Primitive, on l'a déjà dit d'ailleurs, primitive de ça. Alors, plus fort, j'entends exponentielle moins t sur tau, ok, mais j'ai peut-être pas tout entendu. Fois quoi? Fois moins 1 sur tau. Alors, si vous dérivez ça, regardez, quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous vérifiez dans le sens inverse. Quand vous dérivez ça, ça fait quoi?
Donc qu'est-ce que je mets là? Fois taux. Alors, on se rapproche de la vérité, mais moins taux. Ok? Donc fois moins taux. Je vais l'écrire là. Ok? Parce qu'effectivement, quand je dérive ça, il y a moins 1 sur taux qui sort de l'exponentielle. Non? Alors, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé là, mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Là, regardez, ça c'est une constante. D'accord? Donc quand je cherche une primitive de ça, ben, j'ai juste à prendre la constante et multiplier par une primitive de ça. D'accord? Et une primitive de ça, c'est ce qui est là. Okay? Par contre, qu'est-ce que j'ai oublié? Ce que j'ai failli oublier, il manque voilà, la constante d'intégration, parce que ça, ce n'est qu'une primitive. Voilà, et donc on va mettre la constante de l'intégration, je ne sais pas si c'est la valeur initiale, on va voir. C'est une certaine constante que je vais noter B. D'accord? Et c'est seulement maintenant que je vais dire, oui mais attention, avant de prendre les composantes, je vais déjà déterminer B. Je dois vérifier, condition initiale. Je sais qu'à l'instant 0, l'objet il part de l'origine, point O, donc ça fait 0. Okay. Je veux que ce soit égal à 0, donc je mets moi un petit point d'exclamation. Bon, alors ben, je remplace là-dedans, et j'en déduis la valeur de la constante B. Okay. Puis ensuite, je remplace. Hein, alors je le fais, c'est pas très passionnant ça, donc enfin, allez, je le fais, faut pas que je le fasse. Qu'est-ce qui reste quand je fais t égale à 0 là-dedans? L'exponentielle vaut 1. Bon, bah ça reste. Hein. Donc ça fait V0 moins taux G, et vous me dites fois 1, ok, fois moins taux, et plus B. Okay. Donc j'en déduis. Alors vous vérifiez au fur et à mesure hein, ce que j'écris. Ça nous fait taux fois V0 moins taux G. Et donc je reviens sur R. Alors, voilà. Si, ce que vous me dites, c'est que pour vous, la primitive, ça serait quoi? Moins t sur taux, exponentielle moins t sur taux? Ben, si vous dérivez ça, la dérivée d'un machin comme ça, c'est compliqué. Hein. C'est le produit de deux fonctions. Vous connaissez la dérivée de deux fonctions, le produit u fois v, c'est u' v plus uv'. D'accord? Donc si je veux dériver ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la dérivée de ça, qui est moins 1 sur taux, fois exponentielle moins t sur taux. Et ensuite, je dois ajouter moins t sur taux, fois la dérivée de ce truc-là. D'accord? C'est pas du tout, on n'est pas du tout en train d'obtenir ce qu'on a ici. Non? Donc là, en fait, l'erreur que vous faites, hein, je pense, c'est que vous êtes en train de penser à l'intégration d'une constante. Et vous savez que quand j'intègre une constante, ça fait t fois la constante. Mais ça, c'est pas une constante. Donc voilà, vous n'êtes pas dans le bon cadre. Et je pourrais vous dire, ben, simplement à l'inverse, vérifiez que quand vous dérivez ça, vérifiez que ça fait bien exponentielle moins t sur taux. Ça, c'est facile à vérifier. Alors, je vois qu'on peut un peu simplifier cette histoire-là. Ça nous fait r de t. Hein. Dès qu'on peut, on simplifie, on factorise par exemple. Donc là, je vois qu'il y a quand même un terme à factoriser, c'est tout ce qui est là. Parce que ça revient, c'est exactement la même chose que ce qui est ici. Donc ça fait plus taux fois V0 moins taux fois G, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant la question c'était quelles sont les composantes x et y du vecteur position. Donc on va l'écrire. Ça se lit directement sur cette formule là. Ça fait x de t égale quoi?
Voilà. Il n'y a pas de composante il n'y a pas de composante horizontale pour ce vecteur. Ensuite, alors, le vecteur V0 qui est là, il a une composante suivant x. V0 cos alpha. V0 cos alpha. Ensuite, ça, il n'y a pas de composante. Ensuite, je multiplie par 1. Ben, ça, c'est un nombre. Hein, tout ça, c'est des nombres, donc ça ne change pas. Voilà pour x. Non, non, alors encore une fois, vous avez le droit, si vous trouvez ça, surtout si vous trouvez ça trop compliqué, vous avez le droit d'intégrer directement Vx de t et Vy de t. Ça vous donnera x de t et y de t. Mais à chaque fois, il faudra penser à ajouter une constante pour x, une constante pour y, et tenir compte des conditions initiales pour déterminer les valeurs de ces constantes-là. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde le x de t? Alors, on passe à y de t. Alors, le premier terme, qu'est-ce qu'il a comme composante suivant y? Moins taux gt, puisque g est orienté vers le bas. Moins taux gt, ok. Ensuite, bon, taux c'est un nombre. V0, sa composante suivant y. Voilà, V0 sinus alpha, ok. Ensuite, dans la parenthèse, j'ai moins taux g, ça fait plus taux g. Ok. Et puis ensuite, ben, il reste un nombre hein, entre crochets, donc je recopie ce nombre. Ben voilà. On a les deux composantes, x et y. On a la trajectoire. On a une équation paramétrique de la trajectoire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, x de t et y de t, ce sont des nombres, puisque ce sont les coordonnées du vecteur position. Alors là, je n'ai pas parlé de z de t, mais ça se lit immédiatement sur la formule. Aucun de ces vecteurs n'a de composante suivant z. Donc on sait tout de suite que z de t est égal à 0, quel que soit t. On dit qu'on a un mouvement plan. Ok, alors, ben on y va. Question suivante, c'est pas très compliqué. Quelle est l'altitude du point le plus haut? Allez-y. Bon, bah c'est l'heure en fait, mais juste avant de partir, l'idée c'est quoi? Oui. Voilà, on écrit que Vy est égal à 0. Au sommet de la trajectoire. Pardon. Si, c'est ça. Vy est égal à 0. Au sommet de la trajectoire. Voilà. Une fois qu'on a Vy égale 0, on regarde quel est le temps correspondant. Et une fois qu'on a le temps, ben, on remplace dans l'expression de y. Et on a l'altitude maximale. Ok? Voilà. Ben, finissez ça pour la prochaine fois. Vous aviez ça? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'altitude du point le plus haut? Lorsque Vy égale à 0, effectivement. Alors, Vy, je ne l'ai pas sous les yeux. Tiens, vous allez me dicter Vy, c'est-à-dire y point. Alors, si vous me dictez depuis le début, qu'est-ce que je mets? Alors. Ok. Alors, donc, alors je reviens, Michel, qu'est-ce qu'on dit? On calcule t, effectivement, mais c'est pas... Ça, c'est vrai, quel que soit t, mais qu'est-ce qu'on écrit pour calculer t? Voilà, on veut que ceci soit égal à 0. Hein, donc, Vy de t est égal à 0, je veux que ce soit égal à 0, et ben, je remplace. Hein, donc, c'est tout ça qui est égal à 0. J'isole, par exemple, exponentielle moins t sur taux, ça fait taux g sur toute la parenthèse, V0 sin alpha plus taux g. Voilà. Qu'est-ce que je fais après? Je prends le logarithme. Donc ça fait, je vais prendre t sur taux, ou même directement t. Hein, donc si je prends le logarithme ici, ça fait moins t sur taux. Je prends le logarithme là-bas. Et donc ce que je fais, c'est pour avoir t, je multiplie par taux et je mets un signe moins. Donc ça fait... moins taux fois... Alors, je vais mettre taux fois ln de l'inverse. Vous me dites si c'est ça. Je saute un petit peu une ligne. Voilà. Une fois que j'ai ça, bah, je remplace
hein, je remplace dans y de t, y, alors c'est t, c'est l'instant t pour la flèche, je vais mettre tf, flèche, f, voilà, et donc y de tf, je remplace, voilà. Alors là, il n'y a rien de passionnant, je ne vais pas faire le calcul explicite. C'est bon pour tout le monde le principe? Voilà. Alors, si vous faites l'application numérique, qui n'est pas passionnante en soi, on trouve 20 mètres environ. Ok. Alors, montrer que la trajectoire tend vers une asymptote verticale. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui, alors bon, t, on va le faire tendre vers l'infini, effectivement, parce que s'il y a une asymptote, c'est que c'est un comportement limite, mais à quoi on va voir qu'il y a une asymptote verticale? Effectivement, Vx, on va voir qu'il tend vers 0. Alors rappelez-moi, Vx, comment est-ce qu'on l'a écrit? Il y a un taux devant? Non, il n'y a pas de taux. Et c'est V0 cos alpha, oui. Exponentielle moins t sur taux. Et donc on peut dire que la limite, quand t tend vers l'infini de Vx, c'est... Ça fait 0. Hein. Il est clair que cette exponentielle, elle va tendre vers 0. Voilà. Donc ça veut dire que si on attend très longtemps, bah, l'objet, il n'avance plus le long de l'axe des x. Alors à l'horizontale, il n'avance plus. Il n'y a plus qu'une vitesse verticale. Donc il y a bien une asymptote. Hein, une asymptote qui est verticale. Alors, pour avoir la position précisément de cette asymptote, qu'est-ce qu'il faut regarder? Eh bien, l'asymptote, je répète, c'est quand on attend très longtemps. C'est la trajectoire, on va montrer que c'est une trajectoire rectiligne. Hein, on le prévoit parce que la vitesse suivant x s'annule, il n'y a plus qu'un mouvement suivant y. D'accord? Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est où est une asymptote, c'est une droite. Hein, vous savez ça en maths. Donc, où est cette droite? C'est-à-dire pour quelle abscisse x on va suivre, hein, cette asymptote, ça va être une asymptote verticale, vous avez compris, puisque x va arrêter de bouger. Donc, c'est une droite d'équation, x égale une certaine constante. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi les équations qui sont au tableau, laquelle il faut regarder? X de t. Et donc, il faut se poser la question, que va valoir x, vers quoi il va se rapprocher quand t tend vers l'infini? D'accord? Or, ben, réfléchissez à ce qui est au tableau. Je vais dire que limite, quand t tend vers l'infini, de x de t, c'est égal à quoi? Bah, dites-le moi. Regardez l'expression. C'est quoi la limite de cette expression quand t tend vers l'infini? Tau V0 cos alpha. Voilà, donc on sait qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale ceci. Donc l'allure de la trajectoire, si vous voulez, on peut déjà la donner. Hein. Ça, c'est l'axe vertical. J'ai l'axe horizontal x. Hein. On est parti de, je suppose, de 0, 0, hein, de l'origine O. Et donc, on sait que ça va monter. Et après, ça va redescendre, mais suivant une trajectoire quasiment rectiligne. Voilà. Et donc là, on aura la valeur limite. On peut appeler ça x limite. Ok? Voilà. On a une asymptote verticale. X arrête d'augmenter, se rapproche exponentiellement. X se rapproche de cette valeur-là. Oui. L'écart entre l'asymptote et x, c'est donné par cet écart-là. Oui. Oui, on peut directement parler de la limite, mais c'est déjà pour se convaincre qu'il y a une asymptote. C'est assez simple à voir là-dessus. Oui. La vitesse selon x n'aurait jamais été nulle, oui, si x tendait vers plus l'infini. Okay.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là 4 du coup? C'est bon. Montrer que la vitesse tend vers une certaine valeur limite qu'on déterminera. Alors, la vitesse, on a parlé de Vx ici. Et puis, Vy, ben, on l'a aussi sous les yeux. Voilà, donc limite quand t tend vers l'infini de V de t. Bon, ben c'est quoi? C'est un vecteur. C'est un vecteur qui a comme coordonnée ben, la limite de Vx quand t tend vers l'infini, donc c'est 0. Et suivant y, ben on regarde, alors pas tout à fait tau g, moins tau g, d'accord? Puisqu'on a ça, cette exponentielle-là, elle tend vers 0, et il reste moins tau g. Et ça tend vers un vecteur vitesse constant, moins tau g. Donc au final, si on attend très longtemps, on a un mouvement qui est quasiment un mouvement rectiligne uniforme. Plus on attend, plus le mouvement va se rapprocher d'une chute verticale rectiligne uniforme. Vous parlez bien de la question 4. Hein. Montrer que la trajectoire tend vers une asymptote verticale. Alors, si vous voulez, on a fait deux choses. On a fait déjà le fait que Vx tende vers 0, ça veut dire que soit la vitesse devient verticale, soit elle s'annule complètement. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a en tête, quand on dit ça, on a en tête que y il continue à varier. Donc on aurait pu le mettre, hein, effectivement, si c'est ça votre souci, on aurait pu mettre en remarque que la vitesse y ne s'annule pas en même temps, quoi. C'est vrai. C'est bon? Est-ce que vous pourriez donner une interprétation simple de ce résultat? Sans refaire tous ces calculs, j'aimerais bien vérifier ce résultat. Rappelez-vous du PFD. J'écris le PFD. Hein, vous l'avez déjà écrit, donc c'était m fois accélération égale le poids et la force de frottement. Donc c'était, comment on l'a écrite la force de frottement? C'était avec un lambda V. Okay. Voilà. Eh bien, moi, quand je vois le PFD, tout de suite, j'arrive à avoir la solution vitesse égale moins tau g. Comment je fais? Regardez, cette vitesse, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, elle est verticale, on l'a dit, mais surtout, elle est constante. D'accord? C'est une constante. C'est cette limite-là, c'est une certaine... ce que je vais appeler V limite égale constante. C'est une constante vectorielle, quoi. Si la vitesse est constante, qu'est-ce que je peux dire de très simple sur le PFD? Oui. Voilà. Si j'attends assez longtemps, l'accélération, elle vaut 0. Qu'est-ce qui reste? Ben, je pense que vous savez tous le faire de tête. Il reste V égale mg sur lambda. Et qu'est-ce que c'est que m sur lambda? Ben, c'est tau. Voilà. Tau g. D'où vient le signe moins? Ben, il vient du fait que g est orienté vers le bas. Okay. Donc pensez à ça. Hein. Moi, quand je fais des calculs comme ça, je suis bien susceptible de me tromper plusieurs fois. Donc, régulièrement, je regarde si ce que je suis en train de calculer, c'est homogène. Et malgré ce que j'ai dit, vous ne le faites pas. Hein, je sais, je regarde en TD, je regarde en DS. Vous ne le faites vraiment pas souvent. Vous perdez du temps avec ça. Et puis, deuxièmement, quand je vois que c'est homogène, je regarde si je ne peux pas retrouver le résultat avec une méthode plus simple. Je prends un cas extrême, un cas limite quand t tend vers l'infini. Je regarde si ça colle avec une évidence. Vous voyez, ça, pour moi, c'est une évidence. Quand la vitesse devient constante, l'accélération est nulle, tac, j'ai tout de suite la réponse. Hein, quand on l'a compris, ça prend 10 secondes pour vérifier. Hein, donc, il faut essayer de penser à vérifier en prenant des cas limites ou des cas extrêmes. Oui. Pour vérifier, oui. Ah bah, non, mais on pourrait. Si la question c'était juste, sachant que la vitesse tend vers une certaine constante, que vaut cette constante? Dans ce cas, vous pouvez dire, ouais, ok, bah c'est ça. Il faut encore le prouver que ça tend vers une certaine constante. Bon, voilà.